Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver encore une fois sur votre plateau Réflexion politique. Le plateau sur lequel on pose la réflexion, on pousse la réflexion. Avec des invités, on essaye d'éclaircir pas mal de sujets cruciaux de la nation. On en débat, on discute, on recommande tout simplement pour éclairer et parler aux citoyens, aux populations et aux gouvernants. Voilà, c'est aussi l'espace quelque part pour pouvoir faire un plaidoyer s'il le faut. Plus d'1 milliard de personnes, soit 15% de la population mondiale, vivent avec un handicap. Il est estimé aussi que 80% vivent dans des pays en développement, selon les derniers chiffres des Nations Unies. La situation socio-économique des personnes en situation de handicap est souvent marquée par des inégalités comparées au reste de la population. Il est toujours intéressant de savoir et de se poser surtout la question, quelle est la prise en charge des personnes en situation de handicap, notamment sociale, sanitaire, et comment l'insertion socio-professionnelle se fait-il au Mali, sont autant de questions que nous nous posons, et c'est pour cela qu'on a pour thème aujourd'hui sur le plateau de Mandé TV, quelle insertion socio-politique et socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Pour en parler, pour discuter sur ce plateau de Mandé TV, nous avons deux invités, des dames. Voilà, c'est un immense plaisir pour moi d'avoir que 100% dames sur ce plateau-là. Il s'agit de Madame Diarra Kadidiatou Bari. Elle est membre du CNT, présidente de l'Association malienne des personnes de petite taille, troisième vice-présidente de la FEMA et également présidente de la Fédération des personnes de petite taille qui couvre l'Afrique de l'Ouest. Madame Diarra, bonjour. Merci de vous rendre disponible. Ok, salam alaikum. Bonjour Fadima. Comment tu vas? Ça va? Tout va bien. Tout se passe bien? Alhamdulillah. Alors, je me suis permis avec les téléspectateurs pour citer tous ces casquettes-là. Je vois que madame fait pas mal de choses. On en saura plus. Deuxième invitée sur ce plateau téléspectateur de Mandé TV est madame Maïga Aminata Traoré. Voilà une femme aussi de terrain. Elle est présidente de l'association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme AMPA. Madame Maïga, bonjour. Bonjour, madame. Merci de vous rendre disponible. Merci de m'avoir invité. Bonjour aux téléspectateurs de Mandé TV. Voilà, téléspectateurs, on a deux personnes qui s'y connaissent. Ce sont que des présidentes. Voilà, il y a beaucoup de présidentes au Mali. On voit le leadership des femmes et on voit surtout le leadership des femmes en situation de handicap. Pour nos téléspectateurs, histoire de vous cerner un petit peu, parce que sûrement que beaucoup ne connaissent pas, voilà, il s'agit de quoi vos activités d'association, vos fédérations, présidentes, c'est quoi en gros? Personnes de petite taille, et il y a la fédération, troisième vice-président, surtout de la FEMA, c'est ça? De la FEMA. FEMA plutôt, excusez-moi. Okay. FEMA. Okay. Merci beaucoup et madame. Moi je suis très contente et très fière d'être à ce plateau. Et réflexion politique, je remercie le directeur juste le plateau de Mandé TV et de m'avoir donné l'occasion pour parler de le thème vraiment qui est très sensible et qui est très intéressant. Donc vraiment c'est un plaisir pour moi de remercier Mandé TV et aussi je salue les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et de nous regarder. Merci vraiment. Merci beaucoup. Okay. Moi je suis honorable Diarra Bari Kadidiatou et je suis la présidente des personnes de petite taille du Mali. Et puis aussi, j'ai été nouvellement élue au mois d'octobre 2004. Félicitations pour cette 2024 plutôt, comme la présidente de la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille. Eh bien. Donc, j'ai été reconduite pour un mandat de 3 ans, alhamdoulilah. Okay. Inch'Allah, avec tous les autres pays de l'Afrique. Donc, on a organisé un forum africain des personnes de petite taille clôturé par l'élection Miss d'Afrique des personnes de petite taille. Le Mali a été la Miss
la Miss africaine, et puis la présidence aussi, c'est au Mali. C'est au Mali. Donc, le leadership, il est là, actuellement, c'est le Mali, tout simplement. Voilà, et je suis la 3e vice-présidente aussi de la Fédération des associations de personnes handicapées du Mali. Voilà, chargée de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc, je suis sur mon... Vous êtes sur votre terrain, voilà, un terrain très connu d'ailleurs, un terrain très connu. Voilà. Il y a aussi Madame Maïga. Je suis membre du Conseil national de transition, mais je suis la vice-présidente de la Commission santé, du développement social et de la solidarité. Super. Merci donc, beaucoup. Que des casquettes très intéressantes et qui collent à la perfection avec notre thème du jour. Madame Maïga, aussi présidente d'Association de protection des personnes atteintes d'albinisme. Ça se passe bien? Oui, ça va. L'association, elle est très jeune. Bon, cette année, ça sera notre 10e année d'existence. Donc, oui, elle est jeune. Pas encore. Bientôt, ça sera la phase adolescente, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, comme vous l'avez si bien dit, je préside l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme, en abrégé AMPA. C'est une organisation qui a été créée en 2015. Elle œuvre pour le bien-être des personnes atteintes d'albinisme. Donc, notre mission régalienne, c'est de sensibiliser, communiquer autour de l'albinisme afin que les gens puissent comprendre que ces mythes qui sont autour de l'albinisme sont fausses et que les gens arrêtent de croire à ces mythes et arrêtent de discriminer, marginaliser, même faire du mal aux personnes atteintes d'albinisme à cause de ces mythes. Merci pour l'invitation. Et qu'ils aient leur plein droit. C'est ça. Au sein de la société, parce que c'est quand même c'est pas des sous-personnes, hein, c'est des personnes entières comme nous. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Avant de commencer, on va juste tout simplement définir le handicap. C'est quoi le handicap? Je vais commencer par vous, Madame Diarra. Le handicap, c'est quoi aujourd'hui? Et tout simplement, moi je dis que les handicaps, c'est déficience plus barrière qui donne handicap. Tout simplement. Voilà, aussi simple que ça. Il n'y a rien à ajouter. Voilà, parce que si on puisse éliminer les barrières, parce que c'est les barrières qui font qu'une personne devient un handicapé. Voilà, parce que si une personne est là, il y a toujours des barrières. Donc, je prends l'exemple sur une personne handicapée visuelle. Donc, s'il n'a pas la canne blanche en main, donc elle ne peut pas avoir la mobilité. Donc moi je dis tout simplement, et même moi-même j'ai été accompagnée et puis beaucoup soutenue par mes parents, parce que à commencer d'abord à la maison. Donc aussi la mobilité, le regard, tout à l'école, si ça n'a pas été possible et puis accessible, donc on peut dire que c'est des barrières qui puissent rendre une personne handicapée. Donc moi je peux dire déficience plus barrière est égal à handicapé. Donc je considère une personne handicapée comme si il y a des déficiences et des barrières. Tout simplement. Voilà. Madame Maïga, par rapport aux handicapés, c'est pratiquement votre quotidien, mais quand même il y a des handicaps souvent qui ne sont pas visibles. Et moi, lors des recherches, il y a un handicap dont je ne m'y attendais pas du tout, c'était le bègue. Le bégaiement. Le bégaiement. Le bégaiement, je l'apprenais. Hein. C'est incroyable que le bégaiement aujourd'hui est un handicap. Pourtant, dans nos sociétés, on pense que oui, c'est juste... C'est une personne normale. C'est une personne normale et tout. Le handicap, en gros, c'est... Oui, dans le même sens comme Madame l'a si bien dit, c'est un déséquilibre, qui est causé par une invalidité, c'est-à-dire la personne est en déphasage avec son environnement. Voilà. Il y a la barrière, comme elle a si bien dit, la personne n'a pas cette habilité de pouvoir intervenir dans la société comme il le faut, comme il se doit. Donc là aussi, cette barrière qui est aussi posée par sa communauté, les membres de sa communauté, qu'il voit comme une
personnes différentes, alors que la communauté peut aider et la personne à pouvoir s'épanouir, comme elle a si bien dit. Donc, l'handicap, pour nous, on dira seulement que c'est la barrière que la communauté nous impose des fois. Parce que quand on a un accompagnement, un soutien de la communauté, c'est facile de nous épanouir. Elle a parlé de la canne blanche. Moi, je prendrai l'exemple sur les personnes atteintes d'albinisme. Par exemple, la barrière, on peut dire que c'est le soleil pour nous. Et si la communauté nous assiste avec des crèmes solaires, nous, on peut vaguer à nos occupations. La barrière pour nous peut être les lunettes. Si on n'a pas de lunettes, il y a une barrière qui est là. Donc, on est handicapé à pouvoir lire ou écrire, ou pouvoir même étudier. Mais quand on est assisté avec des lunettes de vue, il y a la différence, mais on s'épanouit comme les autres. D'accord. Vous avez tout de suite parlé des stigmates, des préjugés de la société. On se pose des questions. Aujourd'hui, moi, je me permets de vous demander comment vous avez vécu tout cela, comment vous le vivez, quel est le regard souvent de la société que vous avez pu avoir pendant tout votre parcours, ou même que vous avez toujours, malgré tout qu'il y a quand même une certaine communication qui se fait aujourd'hui. Ok, Fadima, je vous ai dit que si je vous parle tout de suite de mon enfance, de tout ce qui s'est passé depuis mon enfance jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, Dieu merci, je suis à la 2e institution du Mali. Je remercie le bon Dieu, mais ça n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été du tout facile avec une exclusion mais quand même, je remercie Père à son âme, à ma maman qui m'a beaucoup soutenue, et à mes frères et sœurs, mes amis, qui m'ont beaucoup soutenu, surtout ma maman, qui me montrait comment je devais me défendre pour que la société puisse m'accepter. Donc, c'est très, très important. Parce que si la famille même t'exclut, tu as un handicap et que la famille t'exclut, c'est très grave. C'est très grave. Ça doit commencer par ta famille. La famille doit t'accepter, la famille doit te considérer et te mettre sur le même pied d'égalité que les autres enfants, et montrer que tu as le même soutien et la même considération que les autres enfants et la même éducation que les autres enfants. Mais si la famille commence à t'exclure, mais alhamdoulilah, moi quand même j'ai eu une famille qui m'adore, parce que je suis la benjamine d'une famille, donc j'étais très très adorée par mes frères, mon père, ma maman, père à son âme, père à leur âme. Donc, mais ça n'a pas, mais mon père, tellement qu'il m'adorait, il m'a même dit que de m'enlever à l'école, parce que tellement qu'il y a eu beaucoup de, toujours, c'est une foule qui t'attend. Moi, notre handicap, c'est une foule, donc le regard, ça joue beaucoup. Toi, tu me regardes comme je ne suis pas un être humain, donc ça joue beaucoup sur la personne. Donc, tu ne te sens pas, tu te sens comme une autre, tu te sens comme un djinn ou un tout. Donc, j'ai déjà même, donc ça n'a pas été facile. Le jour aussi de mon mariage, donc on dirait que les gens venaient de par terre, tellement que les gens étaient criés, les journalistes, j'ai eu tellement, je fais 3 jours, je ne peux pas manger. Pour qu'il me demande, ton mari, il est de taille classique. Nous, dans notre jargon, on ne vous dit pas de taille normale. Parce que chez nous, tout est normal. C'est la taille seulement qui nous différencie. Donc, on vous appelle les personnes classiques. Donc, il me demande, ton mari, il est de taille grande. Et ta belle-mère, elle est comment? Elle était avec comment? Moi, j'ai dit qu'il faut me demander ce qui se passe à l'association. Ça, là, c'est ma vie privée. Moi, seul, chaque jour, les femmes se marient. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis partie trouver un enfant, un bébé aussi aux États-Unis. Ils ont mis ça sur les réseaux que je suis partie chercher un enfant adoptif. J'ai pris un enfant aux États-Unis là-bas pour amener. Alors que tout le monde m'a vu ici au CNT, au Conseil national de transition, avec gros ventre. Donc, ça n'a pas été... J'étais toujours la 3e personne dans la salle de plein air. Donc, ce n'est pas du tout facile. Il faut que la société accepte. Donc, moi, ma maman, ce qui a été vraiment mon atout, ma maman me montrait comment je devais me défendre avec mes camarades d'élèves. Donc, maman, toujours, j'ai des cailloux dans mon sac. Toujours, quand même, elle me montrait comment donc, j'ai dépassé la 6e année seulement. Le fondamental, j'avais plus de problème. Donc, si les gens même me voyaient là, tout le monde courait, me disait que, Denis Rouni, parce que je te trouve assis, si tu me frappes là, moi, je te trouve assis
Au moment que tu ne penses même pas à moi, je viens derrière toi, je te gifle là. Donc tu vas passer 3 ou 4 jours comme ça, tu te sens mal à l'oreille. Donc ça n'a pas été du tout facile. Mais Dieu merci, aujourd'hui je fais le lycée Notre-Dame et après j'ai fait l'ENA. Donc j'ai droit privé des affaires, j'ai un droit privé des affaires en maîtrise. Et puis un DUT en technique de commercialisation. J'ai fait l'UG et l'ENA Lamtoulaye. Aujourd'hui, je travaille, j'étais à la présidence. Maintenant, je suis au compte du CNT pour défendre la cause et les droits des personnes vivant avec handicap. Ce n'est pas pour les personnes de petite taille. Mais nous sommes 4 au CNT pour défendre les droits et la défense des personnes vivant avec handicap. D'accord, voilà. Très beau parcours, voilà. Très beau parcours. Merci beaucoup quand même. C'est très motivateur pour nos téléspectateurs qui vivent cela aussi au quotidien. Voilà. On n'en parle pas souvent. Voilà. On n'en parle pas souvent. Il faut que les personnes handicapées qui sont dans leur famille, il faut qu'ils se battent, avoir beaucoup de courage et avoir beaucoup de combats pour briser les barrières. Parce que c'est les barrières, la société, la famille, la communauté. Donc vraiment, c'est pas du tout facile. En fait, c'est la société qui doit notamment changer le regard de ces personnes. Voilà. Madame Maïga, vous, ça a été un peu plus simple aussi, je pense, quand même. En termes d'expérience, ça n'a pas été facile pour moi. Parce que nous sommes indexés et taxés, si je peux le dire, comme des personnes qui ont des pouvoirs surnaturels. Donc, c'était toujours, soit on te crache là-dessus, soit on essaie de te kidnapper, soit on essaie de couper les cheveux, soit on t'intimide, des harcèlements sexuels, parce qu'il y a ces mythes qui disent avoir ce temps avec ça te permet d'avoir le bonheur. Ah ouais. Vous voyez, donc c'est pas du tout facile. J'ai échappé à 3 tentatives de kidnapping. Je faisais toujours face au harcèlement sexuel. Toujours, je devais soit me battre, parce que les gens, quand ils me voyaient, ils me crachaient là-dessus, parce qu'ils pensaient que si tu vois une personne atteinte d'albinisme et que tu ne craches pas, soit tu meurs, soit tu auras un enfant atteint d'albinisme. Donc, j'étais toujours sur la défensive. Et pendant l'enfance, je me battais tout le temps pour me défendre. Vous voyez, donc ça n'a pas du tout été facile. D'accord. Mais on retient ici que la famille est un grand pilier. Oui, quand même. Oui. La famille est un grand pilier et que voilà. C'est la famille. Voilà. Il y a un sujet qu'on voudrait aborder par rapport à votre situation sociale. Souvent, l'accessibilité pour certains handicaps. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez penser que la société ou bien le Mali au niveau de nos administrations, au niveau des bureaux, c'est le cas aussi pour Mandé qui est en hauteur. Ouais. Est-ce que il y a vraiment des politiques qui font que vous êtes à l'abri des choses? Par exemple, vous, je sais que tout ce qui est soleil, c'est carrément pas facile. Il faut être vraiment tout le temps à l'abri. Il faut avoir l'accès à tous ces produits pharmaceutiques. Est-ce qu'ils sont coûteux? Est-ce qu'ils ne sont pas coûteux? Justement, la question, comment vous faites pour vous approvisionner en produits? Ok, en termes d'accessibilité pour les personnes atteintes d'albinisme, comme vous l'avez si bien dit, nous, c'est plutôt les crèmes solaires, les lunettes de vue, je dirais même les vêtements. Parce que c'est pas aisé pour tout le monde d'avoir des vêtements en coton, à manches longues, des chapeaux à large port. Donc, les produits, ils sont excessivement chers pour les bourses pour la bourse d'un Malien lambda, parce que ce sont des crèmes de 50 millilitres, 100, des fois 150 millilitres qui sont des fois vendus à 5 000. Et 5 000, c'est le moins cher. Sinon, on a des produits que moi-même, une fois, j'ai eu à acheter un produit à 20 000 francs étant étudiante, parce qu'il n'y avait plus de produits disponibles chez les donateurs. Parce qu'on a des gens il y a des organisations qui mobilisent des produits pour distribuer gratuitement, donc c'était pas disponible et nous étions à l'été et c'était vraiment urgent que j'ai des produits, donc j'ai dû commander à 20 000 francs. Donc ces produits que tu dois utiliser régulièrement chaque 2 heures, surtout pendant les périodes chaudes. Des fois, ça ne peut même pas faire une semaine avec toi.
Donc, ce n'est pas du tout accessible, ces produits. Mais maintenant, nous avons, avec le partenariat, nous avons des produits qui sont faits ici, localement, mais qui ne sont pas... qui n'ont pas une performance comme les produits qui sont faits ailleurs. Voilà, et vraiment qui ont vraiment besoin d'être améliorés parce que tout le monde ne peut pas l'utiliser. Moi-même, je ne peux pas l'utiliser. Donc, ils ne sont pas qu'à Bamako seulement. Ces produits, ils sont pour la plupart disponibles qu'à Bamako. Ceux qui ne sont pas aussi performants sont pour la plupart disponibles à Bamako. Alors que le Mali, il est vaste, les personnes atteintes d'albinisme sont partout et ils ont vraiment besoin de ces produits. Sans ces produits, nous développons des taches noires, nous développons les cancers de la peau et c'est une maladie qui est la première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme. D'accord. Oui, l'accessibilité, notamment aux services sociaux de base aussi, il fait partie. L'accessibilité, comment vous la trouvez? Ok, si je prends mon cas en général, quand même, depuis que j'ai quitté les écoles primaires, secondaires, vraiment, moi, je n'ai pas assez de problèmes parce que, si je peux me permettre, mais les autres, à l'école, j'avais des problèmes d'accessibilité parce que même les tableaux bancs, c'est vraiment général pour les autres types d'handicap qui sont là. Voilà, parce que même les rampes, parce que quelqu'un qui est dans un fauteuil et pour entrer dans une classe, donc ça n'a pas été facile. J'ai une personne de petite taille qui a fait les examens de bac, 3 jours, les 3 ou 4 jours, elle est arrêtée parce qu'elle ne pouvait pas, si elle s'assoit sur les bancs, c'était pas du tout accessible. Donc, elle a passé ses 4 jours d'examen, mais elle est maintenant, elle a été recrutée à l'INPS, elle m'entend, elle était à l'ORTM, Bamaran Kanadjigi. Elle a fait ses 4 jours d'examen de bac, elle est arrêtée sur le banc pour passer ses examens de passage au bac. Donc, ça n'a pas du tout, c'est pas facile pour d'autres types de handicap, mais moi, c'est ça que j'ai dit, je fais beaucoup de communication et puis beaucoup de plaidoyer auprès de nos plus hautes autorités pour cette accessibilité à l'école, parce que l'éducation qui est à la base de tout. Voilà, par rapport même dans les services aussi, on fait toujours des plaidoyers pour les rampes d'accès. Dans les services sociaux de base. Voilà, donc vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Les tableaux bancs, mon père est parti voir un menuisier du quartier pour me faire un tableau banc de ma taille. Parce que chaque fois, il y a des camarades d'élèves qui sont là, il y a des gens qui sont gentils, d'autres qui ne sont pas de bonne humeur. Si tu les avais dit de t'aider pour te mettre sur le tableau banc, c'est des gens qui t'attendaient. Des fois, on te prend comme ça, qui te dit que il faut que quelqu'un te mette sur le tableau banc. Donc, chaque fois je viens, je pleure, je dis ça à mon père. Mon père est parti voir un menuisier du quartier pour me faire un tableau banc de ma taille. À l'ouverture, j'amène mon tableau banc et c'est tout. Donc, ce n'est pas le professeur t'exclut. Moi, c'est moi-même qui a instauré à mon professeur. J'utilise sa 16 pour aller au tableau comme les autres. Donc, si tout le monde n'a pas cette mentalité ou cette capacité ou cette persévérance, donc tu sais que l'enfant serait exclu dans la classe. L'enfant sera exclu dans la classe alors que ce n'est pas normal. On doit toujours faire des aménagements raisonnables pour les enfants à l'éducation, par rapport dans les hôpitaux, tout. Parce que tout le monde doit être sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des dispositions, par exemple juridiques, qui doivent rendre ces lieux accessibles? Par exemple, pour aller dans des hôpitaux, à l'école, comme vous venez de dire aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, juridiquement, il y a des dispositions qui l'obligent à des établissements de pouvoir mettre ça en place? Oui, il y a beaucoup de dispositions juridiques, commençant par la Convention internationale des droits des personnes handicapées qui est rentrée en vigueur en 2008 et ratifiée par le Mali. Le Mali même a une loi
de protection, qui porte sur la protection des droits des personnes handicapées, qui a été aussi adopté en 2018 et son décret d'application en 2021. Il y a aussi la charte africaine que la CNT et le CNT aussi qui a ratifié ça. Donc il y a des dispositions, mais le problème, je pense que ce sont des moyens financiers. C'est ça le problème. Parce que comme elle a si bien dit, il y a vraiment des problèmes en termes d'accessibilité. J'ai même fait une étude sur le cas des femmes en situation de handicap physique. Quand, par exemple, les mois d'octobre, il y a octobre, les gens, on célèbre l'octobre rose et les dames vont pour se faire consulter. Et c'est vraiment difficile pour les femmes vivant avec un handicap physique pour pouvoir se faire consulter parce que le matériel qui est là n'est pas adapté à ces femmes-là. C'est difficile. Donc, on est exposé à cette maladie-là. Je généralise, on est exposé à cette maladie-là par manque de matériel et adapté pour pouvoir consulter la femme vivant avec un handicap physique. Et ça, c'est à ce niveau, c'est presque à tous les niveaux. Presque à tous les niveaux, alors qu'il y a des dispositions juridiques qui sont là, mais jusqu'à présent, la mise en œuvre, ça fait défaut. En un mot, quand une femme... Voilà, je voulais ajouter... Oui. Allez-y, voilà, bien sûr. Je voulais ajouter de ce qu'Aminata a dit. Donc, nous, les femmes de petite taille, où on accouchait, c'était sur les nattes. Parce que je me réjouis, c'était les tables d'accouchement n'étaient pas du tout accessibles aux femmes de petite taille. Donc, moi, j'ai fait un plaidoyer auprès d'un ONG que je remercie sur le plateau, Maristop, qui m'a fait 6 tables d'accouchement dans les 6 CCRF. Comme ma présidente aussi, qui a demandé à Orange Mali, qui a fait 6 tables d'accouchement aussi pour les personnes handicapées physiques qui sont dans les fauteuils. Donc, c'est ça qui a un peu facilité et on a mis un tableau d'accouchement dans les 6 CCRF, dans chaque CCRF. Ça veut dire que vous-même vous portez seulement. Ça c'est à Bamako seulement. Pour 6 tables pour tout Bamako. Voilà, la dimension pour tout Bamako. De l'accessibilité, c'est pas facile, mais on est en train de faire des plaidoyers aussi auprès de plusieurs autorités vraiment pour les rampes. Pour les grands hôpitaux. Pour les grands hôpitaux, même l'accueil, ça compte à l'accessibilité. Ouais. Même l'accueil. Exactement, exactement. Voilà. Il y a quand même un sujet sur lequel j'aurais voulu aborder avec vous par rapport aux personnes en situation de handicap. Il y a beaucoup qui ont des handicaps, des déficiences mentaux. Oui. Voilà, donc ça c'est un peu compliqué. Et ces personnes, est-ce qu'aujourd'hui ils arrivent à accéder à des écoles spécialisées? Chose qui au Mali, ça se fait quand même très très rare. C'est surtout au niveau des parents qui ont un petit peu de moyens qui font en sorte que l'enfant arrive à avoir quelques petites situations de base. Est-ce que vos activités, vos associations dans les plaidoyers, vous en parlez de ces cas? Ce cas, c'est vraiment, ça attire l'attention et ça fait débat à chaque rencontre concernant les personnes vivant avec un handicap. Mais il y a une organisation qui est Amaldem. L'Amaldem, c'est l'association, je dirais, très connue au Mali, qui est, si je peux me le permettre, qui est publique. Voilà, publique, qui soutient les enfants déficients mentaux. Mais maintenant, nous sommes en train d'assister à une explosion de centres privés. Il y a des centres privés maintenant qui sont là pour aider ces enfants-là. Il y a Ousna Kasso. Il y a beaucoup de centres maintenant, même sur les réseaux sociaux, je vois des dames qui accueillent ces enfants-là chez eux. Parce qu'eux-mêmes, ils ont eu des enfants déficients mentaux. Donc, ils accueillent les enfants chez eux pour aider les parents, surtout ceux qui vont au travail, ceux qui ont des occupations, pour pouvoir aider ces enfants-là. Donc, maintenant, je pense que ça commence à aller. C'était vraiment difficile de voir ces enfants-là, même dans les cours communes, parce que les parents cachaient ces enfants-là. Ils les cachaient, mais maintenant, je pense qu'avec les sensibilisations, avec tout
tout ce qu'on nous menons sur le terrain comme plaidoyer, les parents même commencent à s'investir. Parce que comme vous l'avez si bien dit, le premier soutien, ça doit être la famille, surtout les parents, le père et la mère. Donc, si eux, ils s'investissent, ça va faciliter la tâche aux organisations. Donc, maintenant, nous voyons cela, les parents s'investissent, il y a l'explosion des centres, et la multiplication des centres privés d'accueil des enfants déficients et mentaux, mais aussi il y a la MALDEM qui est là, qui est soutenue et qui fait même partie des membres de la FEMA, qui est aussi, je peux dire, soutenue par le gouvernement, mais toujours, il reste beaucoup à faire, quoi. D'accord, merci beaucoup. Madame Diarra, vous avez quelque chose par rapport à ça? C'est l'accessibilité et souvent, l'aspect dont on ne parle pas souvent, c'est leur implication économique, leur implication politique même souvent. La place des personnes en situation de handicap aujourd'hui, ils ont une place politique dans ce pays, on pourra dire? Oui, je peux me permettre pour dire qu'ils doivent avoir une place. C'est ça que j'ai dit, parce qu'il doit avoir une égalité entre toutes personnes. Parce que nous avons tous les mêmes droits, nous avons tous les mêmes devoirs et nous devons contribuer à la construction de notre pays qui est le Mali. Parce que quel que soit ton statut, on doit être soutenu et on doit être accompagné et comme tous les autres. Parce qu'il y a toujours des lois, il y a toujours des conventions, surtout la Convention des droits des personnes handicapées, parle toujours de ces droits-là pour que les personnes handicapées puissent s'épanouir et puissent travailler et être autonomes. Donc, vraiment, l'accessibilité, comme ma sœur Amneta vient de le dire, il y a beaucoup de centres qui occupent de ces personnes-là. Donc, vraiment, ça peut être, parce que c'est très, très gênant, une maman qui a qui trouve cet enfant-là. Donc, moi, en tant que maman, en tant que femme, vraiment, il faut avoir un soutien sur tout l'État. Donc, c'est une situation qui est très, très difficile, vraiment, qui joue beaucoup sur la femme, qui joue beaucoup sur les mamans. D'accord, merci beaucoup. Que dit aujourd'hui les conventions concrètement pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas? C'est ça aussi ce plateau, pouvoir donner un maximum d'informations, peut-être aussi pour contribuer à la sensibilisation. Voilà, sûrement certains secteurs n'arrivent pas à appliquer parce qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, que dit les conventions et notamment le cadre juridique relatif aux droits des personnes en situation de handicap au Mali? D'accord. Je vais m'appesantir sur la loi que nous avons passée. Cette loi, elle a été initiée en se basant sur la Convention internationale. Globalement, elle parle de tout ce qui peut aider les personnes vivant avec un handicap à s'épanouir, et notamment le domaine de l'éducation, l'accessibilité, la participation à la vie publique et politique, donc tout ce qui concerne l'épanouissement d'un être humain. Donc, par exemple, un exemple sur les personnes vivant avec albinisme. Dans la loi, il est mentionné que les crèmes solaires, les personnes atteintes d'albinisme doivent avoir les crèmes solaires disponibles pour s'entretenir la peau et pour qu'ils puissent éviter le cancer de la peau. Il y a aussi dans la loi il est prévu de donner la mise à disposition des cartes aux personnes vivant avec un handicap pour les aider à avoir accès à des services sociaux de base de manière très flexible et facile. Voilà, donc... Par exemple, la carte AMO. Oui, ça sans sera... condition. Oui. Avoir accès à cette carte sans condition. Voilà, avec ces cartes, par exemple, quand tu vas dans une banque, on peut aussi faire allusion à la carte des personnes âgées. C'est un exemple. Quand tu vas dans une banque ou même à l'hôpital, tu es directement prise en charge. Tu n'as pas besoin de faire la queue. Voilà, donc la carte peut t'aider à avoir accès à des produits, par exemple, et comme dans notre cas,
Voilà, donc faciliter la vie des personnes vivant avec un handicap. L'éducation aussi, quand on va dans le domaine de l'éducation, ça parle de l'éducation inclusive parce que comme elle a si bien dit, c'est difficile pour nous et en milieu scolaire, c'est très difficile pour les enfants vivant avec un handicap d'étudier au même pied d'égalité que les autres. Il faut vraiment et des accommodations pour qu'on puisse être au même pied d'égalité. Si on est laissé comme ça c'est nous exclure. Donc, ça parle ça prend cela en compte, l'éducation inclusive pour les enfants vivant avec un handicap. Il y avait même des projets qui avaient déjà été initiés dans ce sens-là. Mais vous savez, tant que ce n'est pas pris par le gouvernement, parce que ce n'est pas chapeauté par l'État, c'est vraiment difficile. Ces choses, ce sont des partenariats extérieurs. Des fois, ça peut s'arrêter, des fois, ça a des limites et vraiment, ça handicape certains à pouvoir en bénéficier. Donc, quand on prend la participation à la vie citoyenne et politique aussi, donc des exemples, c'est quand il y a des nominations, par exemple, elle a dit au début, il y a 4 personnes qui ont été nommées au CNT. Donc ça, c'est un grand début qui est à féliciter, mais qu'on doit renforcer et ne pas se limiter à cela, parce que ça encourage la participation des personnes atteintes d'albinisme et des personnes vivant avec un handicap à la vie politique. Donc ça doit être encouragé. Il y a d'autres compétences, il y a d'autres personnes qui vivent avec un handicap qui sont hyper douées dans leur domaine, qui ont de l'expérience, mais des fois qu'ils ont besoin d'être soutenus, un peu encouragés pour qu'ils puissent participer pleinement à la vie publique. Voilà, donc ces lois-là, grosso modo, ça parle de cela. D'accord. Merci beaucoup. Là, je vais me permettre quand même de pouvoir ressortir la casquette du membre de CNT quand même. Ouais. Vous êtes à cheval sur toutes ces conventions et à cheval vraiment sur tout ce cadre juridique. Concrètement, il y a un quota aussi qui a été donné pour pouvoir inclure les personnes en situation de handicap dans le quota, par exemple, d'embauche des personnes au niveau du secteur privé comme du secteur public. Est-ce qu'aujourd'hui, au secteur public, il y a eu un quota imposé? Et par rapport à ça, parce que la loi que Ami vient de parler, qui est la loi sur la protection sociale, qui est la loi numéro 2018 du 12 juillet relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Et cette loi-là parle beaucoup de choses. Donc, parce que si je prends la fonction publique, dans chaque concours, il y a 15% des personnes vivant avec handicap après le concours qui seront prises en compte. Et la moyenne doit avoir 10 de moyenne, si la personne a 10 de moyenne. Donc, il y a cette loi qui est là. Et dans cette loi aussi, il y a la carte d'invalidité qu'on parle aussi. Et cette carte d'invalidité, c'est très très important pour une personne vivant parce que ça peut donner beaucoup d'avantages aux personnes vivant avec handicap. Donc, comme la loi a été votée au Conseil national de transition, nous sommes en train de mettre la mise en application de cette loi à travers les 3 ministères pour que les personnes vivant avec handicap puissent pleinement bénéficier de cette loi et tous les articles qui sont parlés dans cette loi, tels que la carte d'invalidité, le quota de 15%. Donc, tout ça est dans cette loi. Donc, nous sommes en train de se battre pour la mise en application de cette loi pour que cette loi puisse avoir le plus de faits aux personnes vivant avec handicap. Donc, on est en train de voir aussi, de faire des plaidoyers et même pourquoi pas une loi pour les EPA, telles que si on prend CANAM, EDM, INPS, etc. Pourquoi un quota pour les personnes vivant avec handicap? Parce que chaque fois, ils sont en train de faire des recrutements. Donc, nous sommes en train de voir avec l'État et même dans le Parlement, nous allons profiter pour que vraiment une loi puisse être prise en compte pour qu'il y aura un quota
dans les EPA pour les personnes vivant avec handicap. Donc, c'est très, très important parce que toujours, c'est eux qui font des recrutements. Donc, si on a pu avoir un quota, vraiment, ça serait un très grand soulagement parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup a été fait. Il y a beaucoup de personnes diplômées, handicapées qui sont là, qui ne travaillent pas, qui sont des chefs de famille, qui ont une famille. Alors qu'ils ont étudié dans les difficultés. Donc, ils doivent avoir un travail décent et autonome pour travailler et faire vivre leur famille comme les autres personnes. C'est très important. Vous venez tout de suite de dire 3 ministères. Il s'agit de quoi pour nos téléspectateurs qui ne savent pas? Voilà, qui va nous aider par rapport à... Il s'agit de quel ministère? Voilà, le ministère de la Santé, du Développement social, le ministère de la Fonction publique et du Dialogue social, du Travail et du Dialogue social, et le ministère de l'administration territoriale, parce qu'il y a des personnes handicapées qui participent aussi au concours des collectivités. Voilà, des collectivités. Donc, c'est très, très important que ces 3 ministères nous aident pour avoir comment dirais-je, une application et d'une mise en œuvre de cette loi pour que les personnes vivant avec handicap puissent avoir un travail décent. D'accord. Voilà. Vous venez tout de suite d'éclairer quand même nos téléspectateurs par rapport au cadre juridique. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des textes. Des textes qui donnent des droits. Et nous voulons même que nous 4, nous sommes au CNT et nous voulons que ce soit une continuité. C'est une première dans l'Afrique. Et les autres pays de l'Afrique sont en train de s'inspirer à nos chefs d'État et au président du Conseil national de transition pour que les personnes vivant avec handicap soient dans le Parlement. Ça a été une première et nous allons faire des plaidoyers et pourquoi pas faire une loi pour ça à chaque assemblée ou à chaque parlement que les personnes vivant avec handicap, même s'ils seront 2 ou bien 4, pourquoi pas 10. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà. On sent la femme qui touche du doigt la politique quand même. J'ai posé une question tout de suite. Je pense que les téléspectateurs ont pu voir que les personnes en situation... Sont là, nos frères sont là. Voilà, et donc il faut que ça soit et nos enfants vont venir dans l'avenir. Tout à fait. Voilà. Donc il faut préparer le terrain. Cette inclusivité qui soit continuelle. Voilà, dans les J'aimerais profiter de cela pour annoncer que le RGPH, le dernier RGPH, et 2022. C'est quoi le RGPH d'abord pour le recensement général de la population et de l'habitat 2022. Les résultats annoncent qu'il y a 162 689 personnes handicapées au Mali. Vous pouvez répéter pour nos téléspectateurs? 162 689 personnes vivant avec un handicap au Mali. Sur toute l'étendue du territoire. Du territoire malien. C'est quand même pas beaucoup, à mon avis. Ouais. Je pense donc, que... Par rapport à... il y a sûrement des handicaps qui n'ont pas été... Tous les handicaps. Cette fois-ci, Mais ça, c'est ceux qui sont visibles, hein? Ça, c'est ceux qui sont visibles, je veux dire. Ceux qui sont visibles, hein? Sinon, il y a une loi qui est là, le rapport, le dernier rapport de 2023, où je pense qu'il y a eu 16% de personnes handicapées, au lieu de 15,5%. Maintenant, de la population malienne. Oui. Il y a 16% des personnes au lieu de 15,5%. Donc, il y a des gens qui ne sont pas du tout visibles. Pour avoir à peu près plus de 22 000 millions de Maliens, bon, maintenant c'est Maliens tout compris, hein. Je pense qu'avoir seulement 162 000 et quelques, on suppose, je ne suis pas statisticienne, je ne vais pas m'avancer sur les chiffres, mais c'est énorme. Quelque part, c'est énorme quand même cette prise en charge. Moi, je dirais que pour ces personnes, la prise en charge ne doit pas poser de problème en fait. Exact. C'est pour ça que j'ai voulu donner le dire, chiffre. Voilà. Vous dites que c'est un chiffre quand même qui peut être traité. Voilà, qui peut être vraiment considéré sur tous les plans, selon moi. Quelle est la prise en charge aujourd'hui? J'allais vous demander aujourd'hui, quelle est la prise en charge? Vous avez des droits.
l'État malien, vous avez droit à l'éducation, par exemple. Vous avez droit on a tous droit d'ailleurs à l'éducation, mais les personnes en situation de handicap posent carrément un peu plus de problèmes. Par exemple, les jeunes qui sont dans des zones un petit peu reculées, est-ce que toutes les personnes atteintes d'albinisme ont accès à des pommades? Je ne crois pas. Aujourd'hui, quelle est la prise en charge? Aujourd'hui, concrètement, quelle est la prise en charge? Qui est disponible? Qui est disponible, surtout. Dans notre cas, le gouvernement malien, je dirais, a mis à la disposition des personnes vivant avec un albinisme un hôpital, même si ce n'est pas concrètement pour nous seulement, mais parce que l'hôpital permet de traiter les personnes, les infections cutanées, les cancers, les opérations, toutes les maladies liées à la peau albinos. Voilà, donc nous dirons que ça a été mis à notre disposition. Donc aussi, comme je l'avais dit, avec un partenariat extérieur, il y a la production des crèmes solaires qui sont là, bien même si elle est améliorée, mais au moins ça résout un tout petit peu le problème lié aux crèmes solaires. Donc, pour les lunettes de vue, nous n'avons pas encore de prise en charge. Donc, pour les autres handicaps, peut-être Madame Diarra pourra nous édifier là-dessus. D'accord. Merci beaucoup, Madame Maïga, pour cet éclaircissement sur ces sujets-là. Aujourd'hui, la prise en charge, comment ça se passe? Par exemple, ceux qui ont des problèmes de mobilité motrice, est-ce que tous arrivent facilement à avoir des fauteuils roulants? Ceux, par exemple, qui n'ont pas de vue, est-ce que facilement on arrive à leur fournir cette fameuse canne blanche? Voilà, est-ce qu'elle est gratuite ici au Mali, ou bien est-ce qu'elle est accessible avec un forfait seulement et qu'elle est subventionnée par nos autorités, par l'État malien? Aujourd'hui, quelle est la prise en charge pratiquement à beaucoup de niveaux? Et moi, je peux dire que l'État a fait beaucoup de choses avec la domination des 4 personnes, parce qu'on est toujours là à faire des rappels. Chaque fois, on fait des rappels. Par rapport, si je prends les personnes handicapées visuelles, si vous parlez de la canne blanche, ils sont en train de faire beaucoup de choses. Même ils ont la craie, ils sont en train de faire la craie. Et ils fabriquent la craie. Donc, l'État a subventionné les craies de l'IMAF. Donc, il n'y a pas d'autres craies, ça vaut, depuis que nous sommes rentrés au Conseil national de CNT, je fais la même commission avec le président de l'UMAV, Union malienne des aveugles, Adji Bari, c'est mon frère. Donc, il y a plus de 2 ans que l'État subventionne les craies. Il n'y a pas d'autres craies qui organisent, qui se passent dans les écoles. Dans les écoles publiques, si ce n'est pas les craies de fin. Donc, tout ça, c'est un soutien. Donc, tout ça, c'est la canne blanche, tout ça, c'est leur accompagnement, c'est l'accessibilité des mots. Donc, on utilise leurs craies qu'ils vont fabriquer, alors qu'ils avaient des cartons qui étaient stockés. Mais avec des plaidoyers et toujours des rappels, voilà, maintenant, ça commence à aller. Et maintenant, dans les établissements publics aussi, nous faisons vraiment des rappels et des plaidoyers auprès du ministère du Transport, vraiment pour faire les rampes d'accès dans les écoles. Parce que quelqu'un qui est dans un fauteuil pour être accessible à la classe, donc il faut avoir un fauteuil. Et puis les fauteuils aussi, par rapport à notre ministère, à travers la Direction nationale du développement social, chaque fois nous faisons des plaidoyers pour les élèves, les étudiants qui sont là, qui sont dans les fauteuils, pour qu'ils puissent avoir, leur mobilité puisse être plus facile pour partir, qu'ils ne se sentent pas frustrés. Même moi, je prends l'exemple sur les personnes de petite taille, nous sommes en train de faire des tables bancs
dans les différentes écoles où je vois je vais faire des conférences ou bien des plaidoyers dans les établissements pour qu'on puisse diminuer le regard, mais avoir aussi des tableaux bancs pour qu'ils puissent, chaque fois qu'ils ne soient pas, qu'ils soient autonomes dans la classe. Voilà. Donc, l'État est en train de beaucoup de faire, mais il reste jusqu'à présent. En fait, c'est vrai. Voilà. Oui, je dirais que en termes de prise en charge, et à part ce que j'ai cité au début, je dirais que les personnes vivant avec un handicap ont beaucoup de soutien sous forme de dons. Lors des événements sociaux, le mois de la solidarité, c'est sous forme de dons. Et si je vais sur le plan plaidoyer, je dirais qu'il serait mieux que ces chaises roulantes et ces cannes blanches, voir comment la faisabilité qu'ils soient disponibles au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles. Je ne sais pas comment, mais voir ça pour que ça soit disponible à portée de main, même s'il faut subventionner les chaises pour que les prix baissent, ou que ça soit disponible au niveau de la direction du développement social, pour que chaque personne vivant avec un handicap, par exemple physique, puisse avoir accès à ces fauteuils roulants, et où une personne non voyante puisse avoir accès à la canne blanche pour se déplacer facilement. D'accord. On va parler maintenant du domaine de santé. Est-ce que au niveau des structures de santé, c'est vrai que vous l'avez déjà un petit peu dit, Madame Diarra l'a dit que pour les accouchements, c'est un petit peu compliqué parce que il y a des endroits où ils étaient obligés d'accoucher à même le sol sur une natte, et que grâce à vos actions, vous avez pu... Ça provoque des infections. Voilà. Et puis, si tu trouves des infections en accouchant, là, c'est pas bon. Voilà. Est-ce que au niveau des structures de santé, vous avez une prise en charge quand même assez spécifique? C'est vrai que vous avez aussi souligné avec cette carte qui va beaucoup aider, mais en entendant cette carte, histoire aussi d'interpeller, histoire aussi de sensibiliser, de dire à nos différents structures de santé, citoyens, population en général, comment se passe l'accueil dans les centres de santé des personnes en situation de handicap? Ils vous font des retours de comment ils ont été accueillis, comment ils ont été pris en charge? Est-ce que ça a été facile? Bon, je suppose que le regard est toujours là. Oui. Quand même. Oui, Madame Maïga, vous pouvez nous en dire quelque chose? Je pourrais partager peut-être une anecdote, parce que c'était pas facile. Par exemple, pour d'autres type de handicap, on parle là d'accessibilité physique, mais pour nous c'est l'accueil, surtout l'accueil, le regard, les mots d'accueil qui décourageaient. On a une fois mené une activité avec des sages-femmes, parce qu'on a eu tellement de témoignages concernant les sages-femmes. On a discuté avec elles, on les a parlé de l'albinisme, et on les a donné l'occasion de s'exprimer sur leurs expériences par rapport aux accouchements et des bébés avec albinisme. Il y a une dame qui a témoigné à visage découvert, et elle a dit que elle, franchement, c'était pas du tout facile pour elle de regarder ou d'accueillir un bébé avec albinisme. Qu'une fois, lors d'un accouchement, et quand l'enfant venait au monde, et directement, quand elle a vu la tête de l'enfant, il y a eu coupure d'électricité. Donc pour elle, c'était quelque chose de mystique. Donc elle a laissé le bébé qui n'était pas encore venu sur Terre, qui était en cours. Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle était en panique. Elle a paniqué, elle a fui. Elle a pensé que c'est le bébé qui avait coupé l'électricité. Dès qu'elle a vu la tête du bébé, au lieu d'aider le bébé à venir, et elle-même, la sage-femme, avec la coupure de l'électricité, elle a fui, et elle a laissé la dame seule dans cette situation d'accouchement. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a quand même une sensibilisation énorme à faire. À tous les niveaux.
à tous les niveaux, au niveau des parents, des sages-femmes, et des professeurs, il y a des maîtres, quoi. Il y a une élève qui est de 100 qui a aussi témoigné que elle, son maître, c'est-à-dire elle était en 2e ou 3e année, je ne me rappelle plus, et son maître, c'est-à-dire c'est son maître même qui la discriminait. C'est-à-dire quand elle venait vers le professeur pour lui dire que non, elle ne pouvait pas voir le tableau, le monsieur, il s'énervait, il la battait. Il la battait parce que pour lui, la petite mentait parce que c'est un enfant normal pour lui, quoi. Il n'a pas d'informations, il pense que l'enfant ne voulait seulement pas étudier. Donc, il se mettait à la battre. Vous voyez, donc ça provoque des troubles vraiment psychologiques chez l'enfant. Et lors de la sensibilisation, ça a été tellement difficile pour nous d'écouter cet enfant et qui témoignait en même temps, qui pleurait et qui ne savait même pas quoi faire pour pouvoir étudier et pour pouvoir, parce que pour elle devait avoir et l'amour de son maître, quoi. Vous voyez, donc c'était tellement difficile pour elle. Donc on doit sensibiliser à tous les niveaux. D'accord, donc ça montre ici que c'est un sujet transversal. Hein. Ouais. C'est pas que d'un sujet d'ordre éducatif et santé. Non. Et je pense que c'est vraiment au niveau de tous les départements qui sont concernés. Tout. Je voudrais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de chaque département, il y a un genre de point focal, entre guillemets, qui s'occupe spécifiquement de ces cas? Parce que c'est une prise en charge aussi qui doit être faite, je pense, au niveau de tous les niveaux, hein, c'est clair. Et quand même, il y a un point vocal au ministère de la Santé et du Développement Social qui est le ministère de tutelle des personnes vivant avec handicap. Mais les autres départements ministériels, on est toujours en train de se battre pour que toujours, parce que c'est transversal, c'est visible. C'est pourquoi moi je sollicite tout, si je fais une activité de l'association et que je sollicite un ministère de l'emploi ou de la formation professionnelle, et il dit toujours, il me répond des fois pour me dire qu'il faut que je parle au ministère de la Santé, que c'est là-bas que je dois dire que c'est eux qui doivent m'aider. Alors que ce que tu viens de dire, l'handicap est transversal, c'est sur toutes les dimensions. Voilà. Donc, c'est ça qui est le vrai problème. Et alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça, que l'handicap est transversal, c'est sur tous les niveaux, toutes les dimensions. Voilà. Donc, ce n'est pas facile. À chaque sollicitation d'un département, il te dit de partir au ministère de la Santé et du Développement Social. Donc, ou bien la Direction nationale du développement social. Alors qu'il y a le problème de l'éducation, ça doit concerner l'éducation parce que tout le monde, nous sommes tous les mêmes et nous devons avoir une éducation inclusive. La santé aussi, la même chose, l'emploi, la même chose, etc., etc. Voilà. Madame Maïga, vous avez quelque chose à dire par rapport à cet aspect transversal quand même de la situation des personnes vivant avec un handicap? En fait, un peu revenir en arrière concernant les points focaux, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment discuter et aussi s'apaisantir pour que le gouvernement puisse nous aider sur ce plan-là. Parce que c'est vraiment difficile de voir un point focal, par exemple, du handicap en général dans tous les ministères. Comme elle a dit, il n'y a qu'un seul représentant au ministère de l'Action sociale. C'est pas suffisant. Et c'est pas du tout suffisant. Et nous, au niveau de l'association, on a vraiment voulu... On a voulu travailler sur cet aspect-là. On a d'abord commencé par les points focaux et de albinisme au niveau des polices, gendarmerie, parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des assassinats successifs des personnes vivant avec l'albinisme. Donc on a vraiment travaillé sur ça, mais c'est pas du tout facile, parce que ces points focaux, et même
quand on a eu l'approbation de la Direction nationale de la police, ils ont mis à notre disposition les points focaux genre qui sont dans les ministères et même dans les polices et les gendarmeries. Mais après, ces gens-là ont été nommés, certains sont partis. Après, c'était fini, quoi, parce que ce directeur qui était là, voilà, il n'y a pas eu de relais. Donc, et pourtant, c'était très, très important et ça nous a beaucoup aidé. Parce que ces points focaux, quand il y a une personne une personne albinos qui a un problème, par exemple, dans la commune 5, directement, il s'adresse au point focal genre qui est à la police de la commune 5 et ça gère le problème. Ça nous a vraiment aidé en ce moment et c'est vraiment important que nos gouvernants puissent vraiment voir cet aspect-là. Ça pourrait aider, ça va eux-mêmes les aider dans leur mission régalienne parce que ça permettra à ce que le travail soit déconcentré et que les prises en charge soient vraiment rapides, quoi. Voilà. Parce que je voulais ajouter ce que Aminata vient de dire, parce que si on prend les départements ministériels là, il y a un point vocal genre dans presque tous les ministères, si je ne me trompe pas. Mais handicap là, il n'y en a pas, sauf le ministère de la Santé qui est notre ministère de tutelle. Donc pourquoi pas genre là, pourquoi pas handicap? Genre et handicap, c'est possible. Ça fonctionne bien. Oui, c'est possible. Donc c'est possible. Le CNT peut. Madame honorable Madame Diarra, je pense que vous avez compris le message. C'est les propositions de loi que vous pouvez porter. Vous pouvez porter cette proposition de loi tout simplement. Tout ce qu'on a eu comme discussion, réflexion ici, je pense que ça a été surtout autour de Bamako ou bien dans Bamako. Mais comment ça se passe dans les zones rurales, dans les régions où souvent la vie même n'est pas facile, la vie est très rude. Forcément, il y a quelques personnes en situation d'handicap là-bas. Et comment ça se passe en un mot, rapidement? Dans notre cas, franchement, c'est quand on a des financements, on essaie de ravitailler les représentants, les partenaires avec qui on travaille, parce qu'il y a des associations locales qui sont là, donc on travaille avec eux, donc on les ravitaille en crème solaire, donc des fois on fait voyager certains qui ont des cas critiques et de maladies, de cancer, pour qu'ils viennent se faire soigner. Mais c'est vraiment pas facile, parce que avec la crise, c'est vraiment difficile d'intervenir dans toutes les zones et maintenant c'est difficile d'accéder au financement pour pouvoir avoir des crèmes et distribuer aux personnes atteintes d'albinisme qui sont à l'intérieur du pays. D'accord. Madame Diarra, donc c'est périlleux la prise en charge des personnes en situation de handicap dans des zones rurales. Tout simplement. Ok, moi je peux dire que si je prends, comment dirais-je, les régions du Nord, et quand je suis partie mettre la mise en place du bureau régional de l'association des GAO, donc j'ai eu des vieux qui ont dit qu'ils sont nés à Gao, grandis à Gao, et ils ont plus de 70 ans, qu'ils n'ont jamais rencontré une personne de petite taille à Gao. Donc, c'est pour vous dire que, mais avec vraiment, moi je fais beaucoup de communication avec vous, la presse écrite et visuelle. Tout ce que je fais beaucoup de communication. Donc, les gens sont en train de comprendre maintenant. Et c'est les mois, comme Aminata a dit, c'est le mois d'octobre, la troisième semaine qui est la semaine dédiée aux personnes vivant avec handicap. Et puis, au mois de décembre, le 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes handicapées, moi, je fais des va-et-vient pour voir leur situation et voir comment ça se passe là-bas. Oui, mais concrètement dans ces zones-là, comment ils vivent? Est-ce qu'on peut dire que le peu qu'on peut voir, parce que sûrement qu'on ne voit pas tout, mais le peu qu'on peut voir, est-ce que des personnes, par exemple, qui ont des problèmes de mobilité vivent bien dans certaines zones rurales? C'est évident, parce qu'il y a d'autres même qui se sentent même exclus. C'est ça qui est le vrai problème. Ils se sentent même exclus. C'est ça.
Parce que c'est ça que je viens de vous dire. Si tu ne connais pas la personne, comment tu peux faire quelque chose pour la personne ou bien même la personne qui n'est même pas codie, qui ne sort pas, qui est exclue par ses parents, tout. Donc, ce n'est pas facile. C'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. Moi, j'en profite, voilà, par rapport à ça, pour demander une situation, un fait qu'elle a, est très souvent exploitée, même par la famille proche, c'est cette situation de mendicité. Voilà, il y a une situation de mendicité, il y a une situation même de laisser pour compte pour certains. Voilà. Beaucoup profitent de l'handicap de leurs enfants, de leurs conjoints, de leurs frères, de leurs sœurs, pour pouvoir mettre cette pratique de mendicité. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous réfléchissez à cet état de fait? Est-ce que vous portez même une sensibilisation par rapport à cela? Madame Maïga? Ok. Donc, pour les personnes atteintes d'albinisme qui ont choisi cette pratique, on a une fois tenté de les décourager en les inscrivant dans des programmes pour qu'ils puissent se former afin qu'ils puissent s'installer à leur propre compte. Mais on a vu que quand ils commencent cette pratique, franchement, c'est difficile pour eux d'arrêter. Très difficile. On a tenté avec une vieille et 2 hommes. On a été obligé de laisser tomber parce qu'à chaque fois qu'il y a des formations, ils viennent, ils participent. Après, et tu les rencontres dans la rue encore. Et même dans les autres pays avec lesquels nous sommes partenaires, c'est le même cas. Même dans les autres pays, c'est le même cas. D'accord. Donc, c'est très, très difficile à désancrer les mentalités. Très difficile. Madame Diarra. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. J'ai eu une personne de petite taille aussi que j'ai mis ça au CEPPC. Et les filles mendiantaient à côté de l'ESIPA, c'était une famille même qui étaient là et qui ne font que la mendicité. Donc, je l'ai rapproché et ce jour-là, j'étais en voiture en passant. Chaque fois, je vois le papa, la fille, tout. Mais un jour, je me suis arrêtée, j'ai pris leur donc j'ai pris contact avec eux. Je leur dis qu'il y a l'association qui est là, qui fait la formation. Et en ce moment, il y avait 40 jeunes femmes qui étaient là, qui étaient en couple couture au CEPPC. Vieux Sambou, je ne sais pas si vous avez entendu parler de COPEC, voilà, COPEC, voilà, au COPPC. Donc, la fille, comme Aminata vient de le dire, la fille est venue. Donc, chaque jour, ils ont droit au petit déjeuner, au déjeuner, et après le prix de transport pour rentrer à la maison. Mais elle a carrément abandonné. Elle m'a dit que... un jour, je l'ai dit, chaque fois si elle part, je pars là-bas pour la chercher. Je lui ai dit qu'il faut faire la formation. Après ça, je te paye une machine à coudre. Tu vas travailler en ton compte. Ça, c'est mieux que de faire la mendicité. Mais elle n'a pas pris parce qu'un jour même, elle m'a dit carrément que quand elle avait mis sur le qu'on avait clé banale, qu'on a passé ouvert. Ça veut dire, en traduction pour nos compatriotes qui ne parlent pas bambara, ça veut tout simplement dire que ce qu'elle gagne en faisant de la mendicité, elle ne le gagne pas en allant dans un centre de formation. Pour faire la formation. Alors que c'est ça qui est mieux pour elle que faire de la mendicité. Parce que ça, il y a une continuité. La mendicité, là, ça ne donne pas de ressources bien efficaces. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais. D'accord. Sinon, en gros, ceux qui ont eu un bon cursus scolaire, une formation et qui sortent avec un diplôme, est-ce qu'aujourd'hui, ils arrivent à trouver un métier et à pratiquer ce métier? L'insertion socio-professionnelle. La fonction publique, je viens de vous dire qu'avec la tous loi, à 100%. La loi à 15%. Voilà. Pas à 100%. Il y en a, oui. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui freine encore? La mise en œuvre de cette loi qu'on voulait, l'application et comment dirais-je, l'application directe de cette loi, c'est ça qui va beaucoup donner de gros soulagements aux personnes vivant avec handicap. Si la loi là a été vraiment la mise en application, puisse être effective, vraiment les personnes handicapées auront plus de soulagement par rapport à l'emploi.
D'accord. Dans le secteur privé, ça va mieux quand même ou pas? Parce qu'on a vu certains qui n'ont pas de mobilité, mais qui arrivent à faire la mécanique. Il y a des mécaniciens, il y a beaucoup de Non, ça c'est l'auto-emploi. Ça c'est l'auto-emploi. Voilà. Donc ça marche. Voilà. En fait, le problème c'était quoi? Et c'était vraiment difficile pour les personnes vivant avec handicap de finir le cursus scolaire à cause des discriminations, exclusions en milieu scolaire. Donc ceux qui ont pu vraiment finir, c'est difficile pour eux, c'était vraiment difficile pour eux d'être embauchés dans le secteur privé. Nous avons même assisté à un cas où une jeune dame borne, vous connaissez le handicap? Femme de ménage. Borne, oui, d'accord. Borne, voilà. Donc, elle a répondu à un appel à candidature pour un poste. Et quand elle est allée déposer ses dossiers, et au retour, elle a oublié elle devait mentionner son nom sur l'enveloppe. L'enveloppe dont elle a inséré le dossier. Donc, elle a jugé nécessaire de retourner pour vraiment écrire son nom, numéro sur l'enveloppe. Bien vrai qu'il y a le CV qui est dedans, mais pour elle, c'était nécessaire de faire cela. Et quand elle est retournée, elle est venue, elle a demandé le dossier et la secrétaire a retiré le dossier de la poubelle pour lui remettre. Oh, c'est pas vrai. Vous voyez? Oui. Donc, c'était vraiment pas facile pour nous de nous insérer dans le secteur privé. Donc, vraiment, il faut un plaidoyer pour ce cas-là. Vous voyez, les banques. Faites une petite observation. C'est rare que vous allez voir des personnes vivant avec handicap dans les banques. Bon, peut-être dans les bureaux, mais les caisses, c'est vraiment rare. Pas dans les services d'accueil. Pas dans les services d'accueil, voilà, c'est rare. Donc, il y a des emplois où ça demande vraiment l'apparence compte, le physique compte dans certains emplois privés. Donc, vraiment faire le plaidoyer pour que cela, ça puisse changer. Et elle a parlé de 15% de la fonction publique. Il y a aussi eu un recrutement dérogatoire pour 42 personnes vivant avec handicap qui a vraiment aidé la communauté de handicap à pouvoir s'insérer. Mais vous savez que sur cet arrêté-là, la décision de ces personnes-là, qu'il y a des personnes qui sont de 1968. Tellement que leur insertion et professionnelle a été difficile. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il est plus que nécessaire que l'État s'implique pour que notre insertion professionnelle puisse vraiment être une chose facile et pour nous. Maintenant, avec les sensibilisations, malgré les multiples injustices en milieu scolaire, les gens parviennent à finir le cursus scolaire. Vous voyez, donc c'était pas facile pour nous, même quand on nous demandait des CV, d'avoir des CV de nos proches. Mais maintenant, ça commence à changer, la donne commence à changer. Les gens, tant bien que mal, continuent à étudier. Même s'il faut qu'on aille, par exemple, dans notre cas, quand on part s'arrêter auprès du tableau pour écrire, étant arrêté, comme elle a dit pour Bamaka. Donc, on est prêt à cela pour pouvoir avoir un diplôme. Mais notre insertion, c'est ça qui pose vraiment problème. C'est vraiment un casse-tête, surtout dans le secteur privé. D'accord. Merci beaucoup. Par rapport à cette insertion, c'est la même chose. Oui. On va avancer. Je pense qu'on a déjà parlé de pas mal de sujets. Ouais. Téléspectateurs de Mandé TV, voilà, c'est un sujet crucial, un sujet très important. Ce plaidoyer, cette sensibilisation et éducation pour les populations. Nous allons à la fin pratiquement. Donc, on a une dernière à demander à nos invités en termes de réflexion ici sur ce plateau. Il s'agit de l'insertion socio-professionnelle. Aujourd'hui, en termes de recommandations, comment promouvoir l'insertion socio-professionnelle? Comment promouvoir? Vous avez le Mali, comme le recrutement à titre exceptionnel dont j'ai mentionné, c'était une volonté politique qui date de 2011 et dont l'exemple a été pris par d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, que je connais très bien, qui fait cela chaque année.
et c'est à hauteur de des centaines de personnes vivant avec un handicap, tout type de handicap. Vous voyez, donc le Mali a commencé avec cela et ça s'est arrêté à une seule promotion de 2011 qui s'est achevée en 2022. De 2011 à 2022, une seule promotion. Donc, au gouvernement de revoir cette politique-là, même si ce n'est pas à hauteur de 50 ou 100, mais de revoir cette politique pour les personnes vivant avec handicap qui ont déjà dépassé l'âge de pouvoir faire les concours. Parce que déjà, il y a une disposition pour ceux qui peuvent faire le concours, mais et ceux qui ne peuvent pas faire le concours et qui sont en chômage ou même qui sont sans emploi. Donc, le gouvernement, que le gouvernement puisse voir cet aspect-là pour que ces personnes-là puissent vraiment vivre dignement, qu'il n'ait pas à mendier. Parce que des fois, ça pousse à la mendicité. Des fois, je pense qu'il y a des gens qui décident de mendier, mais des fois il y a certaines situations qui te poussent à la mendicité ou même à la délinquance juvénile. Donc que le gouvernement puisse revoir cette politique-là pour que ces gens-là soit de manière exceptionnelle qu'ils puissent faire les concours ou soit les recruter à titre exceptionnel pour que vraiment ils puissent avoir un travail décent. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Madame Diarra, comment promouvoir l'insertion? Ok, l'insertion, et si je prends tel que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, ils peuvent aider les personnes vivant avec handicap pour faire dans leur domaine, et parce qu'ils ont des structures rattachées qui ont l'APEJ, le FAPA, l'ANPE. Et puis, je pense que c'est ça, l'ANP, l'APEJ et le FAPA, ils peuvent aider aux personnes vivantes parce que tout le monde n'est pas fait pour même partir à l'école. Mais tu peux être évolué dans un domaine tel que tu as dit, dans la menuiserie et dans d'autres domaines. Et pourquoi pas les aider et les accompagner à créer leur propre entreprise. C'est une très bonne chose. Et aussi, ils vont créer de l'emploi. Ça crée d'autres emplois. Donc, donc, nous sommes en train de faire des plaidoyers. Après ces recrutements-là de 15% pour la loi qui a été faite, sinon même le mois de décembre, le président, ils ont pu recruter, je ne sais même pas, 22 personnes ou bien c'est 28 personnes qui ont été, par rapport à la loi des 15%, qui ont été à la fonction publique. Donc, vraiment, et les collectivités, comme je viens de parler aussi, un quota pour les EPA. Un quota pour les EPA et aider à travers le ministère et la direction de l'emploi et de la formation professionnelle, aider les personnes qui évoluent dans leur domaine pour créer leur propre entreprise et qui vont aider d'autres personnes, même si qui ne sont pas des personnes handicapées, telles que des personnes classiques. Comme dans d'autres jargons. Voilà, c'est ça que moi je voulais faire des recommandations et des plaidoyers. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Madame Diarra. Merci beaucoup, Madame Maïga. Nous arrivons à la fin de notre réflexion du jour. Téléspectateurs de Mandé TV, voilà, vous avez pu regarder cette réflexion aujourd'hui sur le plateau de Mandé TV. Nous sommes avec Madame Diarra Kadiatou Bari et les membres du CNT, président de l'association malienne des personnes de petite taille et vice-présidente de la FEMA. Et elle est également présidente de la fédération, voilà, qui rassemble des personnes de petite taille, des associations. Exactement. Et puis Madame Maïga, Aminata Traoré, qui est présidente de l'association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme. Mesdames, je ne saurais vous laisser sans un mot de conclusion et un mot d'au revoir pour nos téléspectateurs. Je vais commencer par Madame Diarra.
Ok, moi, c'est des mots de remerciement à travers Bandé TV, du directeur jusqu'au planton. La directrice. La directrice qui est en face de toi. Alhamdulillah. La directrice, ça, j'adore. Il faut que les femmes prennent les places. Hein. Ça, j'adore. Avec la directrice jusqu'au planton. Vraiment de nous avoir donné cette opportunité pour venir parler de l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. Et puis, je remercie vraiment les plus hautes autorités, à commencer au président, le général d'armée Assimi Goïta, et pour la nomination des 4 personnes vivant avec handicap, avec mon président aussi, le général de corps d'armée Maliki Diaw, et le premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, et tous les autres membres du gouvernement, particulièrement notre ministère de tutelle, qui est le colonel Hassan Badialo, qui est à la tête de ce département aujourd'hui avec toute son équipe, et vraiment, et tous les autres membres, et aussi les associations, et de dire aux personnes handicapées, nous aussi, il faut qu'on se donne la main, parce que nous avons notre place et notre mot à dire à la construction de notre pays qui est le Mali. Et Inch'Allah, avec le combat et le courage, on va aller de l'avant, Inch'Allah. Et merci à tout le monde et à nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Diarra Kadidiatou Bari. C'est très gentil à l'endroit des téléspectateurs de Mandé TV. Madame Maïga, à vous. Merci à Mandé TV pour cette opportunité que j'apprécie énormément parce que, comme je l'ai si bien dit, notre mission régalienne, c'est de communiquer pour que vraiment les mentalités puissent changer. Et nous remercions tous ceux qui nous offrent cette opportunité sur un plateau d'or parce que à travers vos émissions et surtout le côté rediffusion, ça permet à presque toute la population de suivre parce que nous n'avons pas les mêmes emplois du temps, mais quand c'est rediffusé et presque toute la population a l'opportunité de suivre. Et quand tu nous écoutes, déjà, c'est nous aider, c'est nous soutenir, c'est être à nos côtés. Déjà, parce que quand tu écoutes, tu comprends. Et quand tu comprends, il y a certaines pratiques que tu abandonnes. Et tu nous aides aussi à communiquer. Tu nous aides aussi à aider d'autres personnes à comprendre. Parce que j'ai l'habitude de le dire, tous ceux qui nous discriminent, tous ceux qui nous rejettent, ils pensent que c'est normal. Donc, ils sont innocents parce que c'est un mythe qui est là. Nous sommes venus trouver sur cette terre et que la déconstruction, elle est tellement vraiment périlleuse, comme je vous l'avais dit. Donc, il faut vraiment une lutte de longue haleine. Et pour cela, il faut que nous soyons ensemble. Donc, voilà, nous vous remercions toute la presse parce que sans vous, je dirais que AMPA ne serait pas à ce niveau où elle est aujourd'hui. Voilà, donc merci beaucoup, merci aux téléspectateurs de Mandé TV et aussi merci au gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait et je les interpelle aussi qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup parce que Bamako le Mali c'est pas Bamako seulement, qu'ils nous aident pour que nous puissions atteindre les autres zones et pour que les membres ne viennent pas, et par exemple, aux malades de cancer, ils ne viennent pas vers nous que quand ils sont à la phase finale de leur maladie. Qu'on ait accès à eux pour qu'ils puissent non seulement se prévenir, mais que ceux qui sont malades, qu'ils puissent se soigner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, téléspectateurs de Mandé TV. Voilà, vous avez des femmes leaders. Je me rends compte au final qu'on a quand même des femmes leaders. Des femmes très engagées et j'espère qu'avec toutes ces explications, tu peux avoir des réponses aux questions et que vous vous posez et que vous avez été surtout très sensible à tout ce qui a été dit et de faire attention à notre environnement. Voilà, c'est des personnes qui demandent un petit peu plus d'attention que la normale. Donc, c'est à nous tous qu'on va pouvoir apporter quelque chose. Télévisateur, notre thème d'aujourd'hui est quelle insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap.
Nous sommes avec Madame Diarra Kadidiatou Bari. Elle est membre du CNT, présidente de l'Association malienne des personnes de petite taille. Elle est aussi la 3e vice-présidente de la FEMA et également présidente de l'association qui couvre carrément une fédération qui couvre les associations des personnes avec handicap de petite taille, au niveau de l'Afrique, voilà, de l'Ouest. Et Madame Maïga Aminata Traoré, présidente de l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme. Voilà, ce sont des personnes, des dames surtout, très engagées, très motivées pour la bonne cause. Téléspectateurs Mandé TV, on se dit à la prochaine. Je remercie la régie qui a assuré cet enregistrement. On se dit au revoir. Merci. Merci.